Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible en description. On commence à se connaître, vous connaissez les bails pour participer, tout se fait avec le lien dans la description, avec un large choix de jeux vidéo à gagner. Merci pour tout le soutien que vous faites à la chaîne, je vous embrasse et à tout de suite. Est-ce que vous avez déjà pratiqué les mini-jeux ? Alors je sais, ça fait une question un peu brute, surtout quand on s'est pas dit bonjour. Mais parfois dans les mini-jeux, il arrive que les développeurs aient décidé d'interrompre le cours de ce qui se passe pour y fourrer un passage basé sur un tout autre type de gameplay. Par exemple, c'est le cas dans le premier Jak and Daxter sur PlayStation 2, un jeu de Naughty Dog sorti en 2001. Un platformer plutôt sympathique, peut-être bien un des must-have absolus de la console. Et ben dans le jeu, ça loupe pas. Tu vas devoir passer par le petit mini-jeu de pêche à la con, un instant chasse et pêche. Non, ça n'a aucun rapport direct avec ce que t'es en train de vivre, ni du point de vue du gameplay, ni du point de vue du scénario, mais tu n'avanceras pas sans avoir accompli cet insupportable moment chasse et pêche. Et là encore, c'est la version sympathique. Prenez Final Fantasy X cette fois-ci, sorti initialement en 2001 lui aussi, mais disponible un petit peu partout. Et ben ce RPG japonais là vous propose des mini-jeux, non pas obligatoires mais optionnels, entièrement dédiés à la collecte des armes ultimes qui vous permettront de battre le boss ultime du jeu, Der Richter. Et alors là c'est Carnaval de Lille, on fait tourner les serviettes comme chez Patrick Sébastien. C'est presque un mini-jeu à la con par personnage, et ça passe par de la course de chocobo sur laquelle tu dois faire un temps négatif, à tout un sport vraiment pas passionnant, jusqu'au point de non-retour. Là on touche à un vrai traumatisme. Vous voyez cet endroit ? Voilà là, par exemple, bien je viens d'appuyer sur croix pour esquiver un éclair. Si toi chez toi tu as trouvé ça drôle, dis-toi que tu n'auras pas l'arme ultime de Lulu dans sa meilleure version tant que tu n'auras pas fait ce que je viens de faire 200 fois d'affilée. Oui, 200 fois. 200 esquives d'éclairs. C'est aussi long et frustrant que ça en a l'air parce que c'est d'affilée. Si tu en loupes une seule, tu recommences mon cochon. Je pense souvent à ce type de commentaires là, vous savez qu'on retrouve sur des vidéos tutoriels sur YouTube. Oh là là, celui qui a inventé ça, faudrait qu'il marche 200 fois sur le même Lego. Là c'est pareil. Et il a raison. 200... Alors cette fois-ci dans cette vidéo on va parler ensemble de ces mini-jeux là. Ceux que t'as pas vu venir, qui n'ont aucun rapport direct avec l'intrigue et qui nous font nous demander si on n'est pas en train de se faire niquer dans la course à la survie de l'espèce. Bonjour, vous. Oui j'ai oublié de vous dire bonjour. Le Mesu King Yakuza. Yakuza, c'est une série de jeux vidéo beat'em up slash RPG devenue carrément RPG au tour par tour avec le dernier épisode. C'est une série de jeux franchement japonais de Sega, amorcée en 2005, qui compte un total de 8 jeux dans sa série principale, dont 2 qui ont intégralement été refaits sur PS4 et Xbox One, et aussi 5 spin-offs, un sur PSP, Shinsho, 3 sur PlayStation 3, Kenzan et Ishin, et Dead Souls, et aussi un sur PS4, Judgment, qui lui-même aura bientôt droit à une suite, Lost Judgment. Il y a aussi 2-3 jeux mobiles qui se battent en duel, mais nous ce qui va nous intéresser c'est de parler que d'un seul jeu, rassurez-vous. Yakuza c'est un ensemble de titres qui racontent des histoires de mafieux sur un ton mi-sérieux, mi-rigolard, mais toujours follement japonais, et quoi vous dire si ce n'est que les jeux brillent sur bien des points, que ce soit narrativement ou au niveau du gameplay, et aussi au niveau des mini-jeux. Pour commencer cette vidéo, l'exemple de la série Yakuza nous paraissait bien plus approprié. Sans arrêt, dans tous les jeux vidéo Yakuza, tu auras l'option de réaliser des quêtes annexes, comme dans n'importe quel autre RPG japonais. Mais là plus qu'ailleurs, les quêtes annexes sont prétexte à la bêtise, dont seuls les japonais ont le secret. Ma préférée je crois que c'est dans Yakuza Kiwami. T'es là, en pleine rue, et tu aides une dominatrice SN timorée à devenir plus sûre d'elle-même, à exercer son métier avec plus de fierté. Parce que Kiryu, voyez-vous, le protagoniste, c'est un ex-Yakuza. Mais c'est surtout un mec qui est toujours là pour aider, même quitte à y laisser une partie de sa propre dignité. Et ça, c'est jamais que dans les dialogues. Parfois, les quêtes annexes se font mini-jeux. Et vas-y que je fais des trucs follement japonais, comme des bonnes grosses cages de baseball, ou même que je peux faire du karaoké et devenir un mime. Bakamitai, c'est vraiment bien, mais finalement, si on reste dans le rythme et la musique, je préfère la discothèque de Yakuza 0. Moi aussi, si comme Nishiki, je m'étais fait fumer à ce point en battle de danse, je serais devenu un sacré félon. Et ça, c'est qu'un exemple, Yakuza, c'est tout le temps comme ça.
Choisir un vrai mini-jeu duquel vous parlez, ça a été tellement dur parce qu'ils sont tellement trop bien. J'ai une petite pensée émue pour toute cette quête incroyable des petites voitures que tu dois monter toi-même pour aller défoncer des enfants sans pitié, comme si t'étais Cyril Drevet sur Télévisator 2. Ou comme si t'étais un de ces adultes sans fantaisie et sans pitié qui ne pensent qu'à humilier des enfants au stand Nintendo de la Japan Expo. Si toi derrière ton écran tu réponds à cette description, s'il te plaît arrête, la dernière fois t'as fait pleurer mon petit cousin et j'ai pas passé une bonne soirée. S'il ne fallait en garder qu'un seul, je vais choisir le Mesuking de Yakuza Kiwami sur PS4, PC et Xbox One. Le remake du premier Yakuza, remis au goût du jour avec des éléments de Yakuza 0 dedans. Faut suivre, hein. Et pour bien comprendre l'esprit du Mesuking, je vous invite à renouer avec l'enfant qui est en vous. Puisez en vous ce souvenir qui sent bon le sel, les regrets et les BN. Et remontez jusqu'aux cartes Pokémon. Alors, d'expérience, je peux dire que très peu de personnes savaient vraiment jouer à des cartes Pokémon. Et c'est même le cas encore aujourd'hui. Bref, et qu'on était surtout là pour les gros chiffres et les jolies illustrations. Et c'est toujours le cas. Et le Mesuking de Yakuza, c'était un système de jeu de pierre-feuille-ciseaux, mais beaucoup plus beauf. Là, les cartes, c'est pas des créatures mignonnes, c'est pas des armes non plus, c'est pas des bagnoles, oh bah non, loupé, c'est des jeunes femmes en petite tenue très curieuse d'insectes, en bikini insectes. Un système de cartes donc que tu trouves un petit peu partout dans le jeu et qui lance une quête annexe avec un petit garçon qui veut devenir le nouveau pharaon du Yu-Gi-Oh! Obscur. Le meilleur beauf de la classe de CM1, peut-être. Plus sérieusement, le Mesuking se pratique dans des clubs Sega, dans le jeu. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est presque réel. Le Mesuking est inspiré d'un vrai jeu d'arcade de Sega, le Mushiking. Et là, bon voilà, je vais laisser un petit peu de temps à toutes les personnes mal à l'aise à la vue des insectes, parce que je sais qu'il y en a et qu'on pense pas souvent à elles. Mais bon voilà, ça va parler d'insectes, donc faites attention à vous. Voilà. Le Mushiking, c'est comme son nom l'indique, un jeu de combat d'insectes. Peut-être un petit peu moins foufou de Sega. Un jeu arcade plutôt intéressant qui fonctionne aussi avec des vraies cartes que tu présentes à la borne et que tu peux collectionner en vrai. Là encore, le système de jeu fonctionne sur la base du pierre-feuille-ciseau, mais avec des insectes qui ont chacun leur spécificité. C'est exactement le même système repris, mais un petit peu plus coquin dans Yakuza Kiwami. Et en plus, ça me permet de rebondir. Pour étoffer les mini-jeux de Yakuza, Sega va vraiment jusqu'au bout. Dans Kamurocho, vous trouverez des salles d'arcade Sega, avec des bornes d'arcade Sega sur lesquelles vous pourrez vraiment jouer à des jeux vidéo Sega, comme Space Harrier, Fantasy Zone, Outrun, et tout un tas de classiques des années 80, mais aussi des trucs un petit peu moins vieux, qui d'ailleurs vont créer des situations un petit peu anachroniques parfois, comme Virtua On ou Virtua Fighter 5 carrément. C'est comme ça qu'on a appris par exemple que Lost Judgment, la suite de Judgment, permettrait aux joueurs de jouer à Sonic the Fighter, un jeu de combat Sonic arcade, low poly rigolo, quoique un petit peu niche de Sega, de 1996. À partir de là, bon, tu peux pas faire beaucoup mieux que ça, je pense, hein. Le Sfeda Dark Chronicle. Alors, qu'on l'avoue tout de suite, Yakuza c'est un exemple extrême. Le reste de la vidéo sera un petit peu plus tranquillou, mais un peu moins prévisible aussi. Et surtout Yakuza c'est connu parce que faut bien reconnaître que s'offrir massivement à l'Occident sur PS4, Xbox One et PC a permis de démocratiser la saga. Autre temps, autre lieu, laissez-moi vous parler de Level 5, un studio maintenant en situation difficile, que vous connaissez sans doute pour les licences comme Inazuma Eleven, Yokai Watch ou Professeur Layton. Très bonne licence, très bon jeu, mais c'était pas les premiers. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous souviendrez peut-être que Dragon Quest VIII lui-même a été développé par Level 5 pour la PS2 en 2006 en Europe. C'était le premier opus à sortir chez nous, au passage. Si on remonte jusqu'à la PlayStation 2, on peut aussi parler de la nettement moins connue trilogie PS2 de Level 5, Dark Cloud, Dark Chronicle et Rogue Galaxy, soit deux jeux qui se suivent directement et un petit peu plus déconnecté mais qui en reprend quelques éléments de game design, comme sa forte tendance à l'exploration de donjons. Dark Cloud et sa suite Dark Chronicle sont des action RPG japonais sortis en 2001 et en 2003 en Europe. Des RPG tout à fait sympathiques, fortement inspirés de la série des Donjons Mystères et de leur système de génération de dédales en manière semi-procédurale. Oui, si tu veux, Emile, comme n'importe quel roguelite. Je sais que tu sais, et je veux que tu saches que je sais que tu sais. Pour ce qui est des mini-jeux, bon, ils sont pas aussi courants que ça dans Dark Cloud, Des vagues phases de jeu de rythme si on veut, mais que tu ne peux pas répéter. La partie du jeu où tu construis des villages n'est pas vraiment un mini-jeu dans la mesure où elle n'est pas mini et que tu peux pas vraiment l'esquiver. Non, c'est plutôt du côté de Dark Chronicle qu'il va falloir se tourner. Tout part d'un constat très simple, en fait. Vous êtes beaucoup à avoir joué à des jeux comme Isaac, Enter the Gungeon,
ou Dead Cells. Mais est-ce que vous avez pris la peine de regarder les niveaux de ces jeux? Est-ce que vous avez déjà pris un petit moment en pleine partie pour juste vous arrêter et vous dire « Waouh, mais c'est marrant tiens, la map, eh ben elle ferait un bon terrain de foot ». Le Sfeda, c'est ce moment très étrange où pendant le jeu, Maximilien, le héros de Dark Chronicle, nettoie un étage de tous ces monstres, ouvre les trésors sur un air latino, il ressent le tempo. Oui, on était en 2003, hein, si je veux citer du Lori, je le fais. Fin de l'étage du donjon donc, et la petite pensée un petit peu marginale. Ah bah dis donc, c'est que ça serait plutôt sympa de faire du golf là-dedans. Et il sort vraiment un club de golf, ou un bâton de golf, ou une batte de golf, je sais plus. Et c'est parti pour le golf. Mais le golf comme tu l'as jamais vu, avec un système de distorsion et de couleur de la balle. Il y a des mécaniques avancées de golf, avec des effets et tout, ça déconne zéro. Tu peux taper des gros trickshots en te servant des rebonds sur les murs, comme au vrai golf. Mais attendez, parce que là, même le trou, oui c'est un trou, a sa propre gravité. Et sur le Sfeda, vous allez vraiment y passer des heures. Parce que c'est un terrain de golf, non pas par donjon, mais par étage de donjon. Des donjons dans le jeu, il y en a 7. Et si je prends juste le dernier donjon, c'est déjà 38 étages en comptant le boss. C'est donc la promesse de 37 parties de golf, au moins. Du coup, moi j'ai pris ma raquette et mon ballon. Et pour le coup, ce serait super dommage de passer à côté. C'est complètement facultatif, hein. Mais tu peux, si tu le souhaites, choper de très bons objets par le Sfeda. Maintenant, si c'est mon avis personnel que vous voulez sur la question, j'ai jamais trop aimé le golf, ni en vrai, ni en jeu vidéo. Surtout la partie avec les skis, là. Monster of the Deep, Final Fantasy XV. Bon, la partie de golf elle est finie, vous pouvez ranger vos fusils. Est-ce que ça vous dirait une petite partie de pêche maintenant? C'est reparti pour l'instant chasse et pêche. Le mini-jeu de pêche, c'est pas simplement une blague dans des jeux. C'est une vraie institution. Il y a des mèmes là-dessus, hein. Beaucoup de jeux vidéo ont un mini-jeu de pêche. Il y a de la pêche dans Zelda, il y a de la pêche dans Fire Emblem, il y a de la pêche dans Warframe, il y a de la pêche dans le Crumble parfois aussi. On aurait pu vous parler de n'importe lequel des mini-jeux de pêche tant il est vrai que c'est tout le temps là. Mais il nous paraissait plus approprié d'aller chercher le mini-jeu de pêche des vrais alphas. S'il ne devait rester qu'un seul jeu de pêche, lequel ce serait ? Un mini-jeu de pêche pour les gouverner tous. Il nous a semblé particulièrement intéressant d'aller chercher du côté de la série des jeux vidéo Final Fantasy. Déjà parce qu'il y a peut-être bien un petit peu moins d'une centaine en comptant les spin-offs, et parce que la pêche y occupe quand même une certaine place. Pas une place très importante, mais une place quand même. Dans Final Fantasy VI, par exemple, le mini-jeu de pêche est plutôt traumatisant, puisque c'est lui qui détermine si tu arrives à sauver la vie d'un personnage ou non. Et foirer te fait quand même pas mal culpabiliser. Non, mais la pêche, c'est pas censé tuer des gens directement, on est d'accord, hein. C'est pas aussi risqué que le golf en principe. Final Fantasy 11 et 14 sont des MMORPG. Forcément qu'il y a de la pêche. C'est un prétexte facile pour faire farmer les joueurs. Final Fantasy 12 en son temps avait sa propre quête annexe de pêche, qui permettait en retour d'avoir un badge qui, mis à côté d'autres récompenses, permettait de débloquer une bonne grosse épée. Cependant, les vrais guerriers de la lumière et du goujon, les vrais héros de la justice et de la truite, eux, ils ne jurent que par Final Fantasy XV. Ce jeu précis est à l'origine d'un certain nombre de déboires et de déconvenues de la part de Square Enix. Et ça a un rapport avec la pêche, hein. La grande lubie de Square Enix à l'époque de Final Fantasy XV, c'était d'en faire tout un délire cross-média. Il y a eu des OAV qui racontaient ce qui s'était passé avant Final Fantasy XV, il y a eu un film en motion capture, il y a eu une suite de DLC qui suivent chacun des personnages de FF15 et qui permettent d'en apprendre un petit peu plus sur eux, de creuser encore plus ce qui fait leur. Tout ça c'est très beau, c'est très agréable, mais tout ça, ça a surtout salement floppé. Déjà, tous les DLC prévus ne sont pas sortis, hein, ça nous donne une fantaisie finalement bizarre, mais surtout, tout le scénario manquant du jeu est sorti en roman. Là, c'est que vraiment Square avait lâché l'affaire, hein. Parmi les approches cheloues proposées pour créer du contenu en rapport avec Final Fantasy XV, la question de la pêche avait été abordée. Et c'est comme ça, comme parallèle très étrange au jeu, que nous a été présenté Monster of the Deep, Final Fantasy XV. Je sais très bien que c'est un jeu à part entière qui a dépassé son cadre de DLC. Que techniquement, du coup, c'est pas vraiment un mini-jeu. Mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de le voir comme étant une sorte de roi des mini-jeux de pêche. Déjà, c'est un jeu VR, donc destiné à très peu de joueurs. Ensuite, bordel, un jeu de pêche Final Fantasy, quoi.
C'est le mini-jeu de pêche qui a pris vie et qui a réussi à venir taquiner une des plus grosses licences RPG de tous les temps. En termes de jeu de pêche, cela dit, c'est un peu nul apparemment. C'est beau, certes, mais c'est quand même plutôt buggé. Et surtout, le jeu ne fait pas spécialement usage de la VR. Il en bénéficie pas vraiment, quoi. Tu bouges pas tellement, et comme le soulignent les critiques, ça ressemble plus à un très gros mini-jeu de pêche de RPG japonais qu'à un vrai jeu de pêche. Voilà pourquoi est-ce qu'il est dans ce top là en fait. C'est très la foire au bourrage des touches. Même au niveau de la manière dont c'est construit, on ne fait jamais que pêcher des trucs de plus en plus gros, en croisant vaguement des personnages du cast de temps en temps. Ce n'est pas une expérience dénuée de tout intérêt, mais on est loin d'un bon jeu de pêche, effectivement. Donc mini-jeu. Voilà. L'élevage de chaos, Sonic Adventure. Sonic Adventure, c'est la Madeleine de Proust de pas mal de monde, et très honnêtement, j'adore ce jeu. Bon, de nos jours, les gens ont tendance à le descendre, c'est vrai. À tort ou à raison. Hein, c'est vrai que les personnages se sont multipliés, c'est vrai que les animations sont dérangeantes avec du recul, et c'est aussi vrai qu'il y a de fortes chances que vous vous fassiez tuer par des bugs de collision pendant une partie. Plus que par les ennemis en tout cas. Tout ne marche pas forcément très bien, mais voilà, c'est mon Sonic à moi, je l'aime d'amour. Aujourd'hui, on est entre nous, on est entre fans du jeu. Sonic Adventure a offert une base vraiment solide pour la suite des Sonic 3D, une OST absolument géniale, et ce sera sans doute toujours un jeu complètement culte. C'est un platformer 3D de 1998, sorti initialement sur Dreamcast, et développé par la Sonic Team. On y joue Sonic, c'est vrai, mais pas que, on y joue aussi Tails, qui court après Sonic avec sa capacité de voler qui brise le jeu. Vraiment, hein. J'adore jouer Tails, parce que c'est la promesse de faire des trucs improbables. On y joue aussi Amy, qui se fait courser par un robot super anxiogène, là. Non mais sans déconner, c'est flippant quand t'as 9 ans. Knuckles aussi est jouable. Il cherche des morceaux d'émeraude dans un système de jeu à la chaud-froid. Là tu chauffes, là tu chauffes, là tu refroidis mon grand. Je pense que mon scénario préféré, c'est quand même le robot là, E102 Gamma. Parce que quand on pense à Sonic, on pense à des trucs très mignonnes. Genre sauver des animaux et faire triompher la nature sur les machines. E102 Gamma, c'est un robot du docteur Robotnik qui a acquis une conscience et de la culpabilité. Et le scénario de E102 Gamma, c'est d'aller tuer tous ses frères et sœurs robots jusqu'au dernier pour abréger leur souffrance dans des cinématiques quasi muettes. Parce que vivre, c'est souffrir. Et que la mort est le seul échappatoire. Les plus vifs d'entre vous auront directement l'idée de penser qu'avec une vidéo sur des mini-jeux chelous, je pourrais parler de la phase de Sonic Adventure avec Big the Cat. Alors, c'est pas de ça qu'on va parler, mais petite parenthèse, chasse et pêche, encore, parce que c'est la tradition. Big the Cat, ou Gros le chat, ou Grosse di Cat, ou Bigu the Kato, ou Igil Kato. C'est un gros chat violet avec une ceinture, un peu mou du cul, qui cherche sa grenouille Froggy. Dans chaque niveau, voilà, il est là, il cherche sa grenouille. En pêchant. Et les niveaux de Big the Cat, c'est ça. C'est encore des niveaux de pêche, mais genre avec la petite canne, les appâts, les hameçons, et la petite bière, comme au golf. Alors je sais pas vous, mais le level design de Sonic me donne plutôt envie de courir en principe. C'est pas une erreur de venir pêcher, mais bon, c'est un peu contre-intuitif quoi. Le vrai mini-jeu de Sonic Adventure, il est connecté à une question plutôt pratique. Amasser des anneaux en masse, tel un gamin émo en 2005, et des animaux rares et sans doute en voie d'extinction comme le dernier des braconniers, bah c'est pas mal. Mais pourquoi faire? Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes. Si Mario peut construire un château grâce aux pièces et à un BTS maçonnerie, Sonic, lui, il a obtenu un CAP accompagnement éducatif petite enfance. Les chaos, c'est des petites créatures adorables qui peuvent nager, courir, se battre. Là, vous vous dites que c'est un mini-jeu rigolo, mais mon dieu, non. C'est vraiment un jeu dans le jeu. Vous allez couler des heures, et je veux bien dire des heures, à devoir theorycraft les arbres d'évolution de chaos et leur durée de vie. Parce que oui, ils peuvent évoluer et mourir. Tout ça pour à la fin les faire participer à des courses, dans lesquelles, bon, tu contrôles pas grand chose, hein, juste tu peux les encourager en bourrant un bouton, mais faut pas trop le faire non plus, parce que sinon après ils sont fatigués, et ils ont plus d'énergie, ils avancent plus. Voire même dans Sonic Adventure 2, il y a le même mini-jeu, mais là en plus, c'est Cobra Kai, et comme Johnny Lawrence, t'élèves tes enfants pour gagner le tournoi de karaté de Condé en Brie. Pour grandir et évoluer, ton KO il a besoin de temps et de consommer des choses qui vont faire augmenter ses statistiques. Il y a des caractéristiques qui définissent ses talents en course, soit courir, voler, grimper, nager et endurer. Stamina c'est endurance, donc va pour endurer. Pour augmenter ses stats, il va falloir farmer beaucoup, pour donner à ton KO des fruits que tu peux acheter au marché, dont l'inventaire varie selon ton pourcentage de jeu. Et si les fruits c'est pas trop ton truc et que tu adores tuer, tu peux aussi lui donner des petits animaux que tu auras sauvés préalablement. Il copiera une partie de leur pouvoir comme s'il avait mangé leur cœur, et aussi une partie de leur apparence.
qui le rendra souvent très mignon. Vraiment très mignon. Monter ne serait-ce qu'un KO au maximum de son potentiel, ça demande peut-être bien plusieurs centaines d'animaux. Hein, t'en as à tout péter 10 par niveau, parce que ton inventaire est limité, et encore c'est si tu joues à Sonic Adventure 1. Si t'es sur le 2, là tu te fais carrément arnaquer, hein. C'est encore plus long parce que les animaux sont rares. Tout ce que tu auras, c'est des petites fioles à la con, dont t'as besoin par milliers. Et tout ça pour gratter quelques malheureux emblèmes qui te séparent du 100%. Tout ça, c'est complètement facultatif. T'es pas obligé de le faire. Mais si ça t'intéresse, ça prendra plus de temps que le jeu de base pour être complété. Et je vous conseille plutôt sur PC pour la triche, voilà. Ou sur GameCube, parce que les Sonic Advance, vous pourrez connecter votre GBA à votre console et les transférer de sauvegarde en sauvegarde. Pourquoi pas? Est-ce que c'est bon ou mauvais comme truc? Ça c'est plutôt à vous de voir, hein. Je crois que c'est ça le point d'orgue de la vidéo, et je crois que c'est ça la question de la fin. Est-ce que vous pensez que les mini-jeux dans un jeu vidéo, c'est vraiment important, en fait? Même si ça n'a aucun rapport avec le jeu, ni avec ce qu'il raconte, Monster of the Deep est un jeu à part, mais sinon, aucune des expériences dont on a parlé n'est obligatoire. Hein. C'est pas forcément intrusif, tu peux tout à fait finir Sonic Adventure ou n'importe quel jeu Yakuza sans t'occuper des cartes femmes insectes suspectes. Ce que je vois dans ce type de divergence dans le jeu vidéo, c'est pas l'expression du gameplay ni de la narration, mais plutôt celle des développeurs, qui ont bien dû rigoler. Le cas de Sonic est très particulier, parce que les KO sont au final un petit peu les rejetons de KO, la divinité / boss finale de Sonic Adventure premier du nom. Mais dans le reste des cas, non, je ne pense pas vraiment que faire du golf dans un donjon soit la priorité du développeur qui s'échine à créer un dungeon crawler, ou comme le nomme le menu du Game Pass de Microsoft, un chenille de donjon. J'adore le terme chenille de donjon. Je pense qu'on va garder chenille de donjon. Est-ce que cacher l'instant d'exultation de la complétion à 100% d'un jeu vidéo derrière des mini-jeux à la con, c'est aussi une bonne idée? Parce que, à titre personnel, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire de Final Fantasy X. Oui monsieur, aujourd'hui j'aimerais prendre la parole pour mon parti. Le parti des gens qui en ont eu très vite plein le cul du blitzball à la con, là. Dans le premier, c'était déjà pas très marrant, mais alors dans le 10-2, l'espèce de football manager nul, là, bon, c'était sombre, hein. C'était très sombre. Moi aussi, comme Jules, j'aimerais bien voir le foot et le regarder avec les copains. Moi aussi, j'aimerais bien gagner le foot à l'aide des pieds. Mais franchement, je peux pas, hein. S'il vous plaît, plus jamais ça. Je me doute bien qu'il y en a certains qui ont tiqué sur ma mauvaise utilisation du club de golf. N'allez pas vous amuser à faire du tennis ou du football avec, hein. Un club de golf, ça doit surtout servir à pouvoir faire du parapente. C'était Ico, je vous embrasse. Ciao tout le monde.